Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo de présentation de portefeuille. Donc aujourd'hui épisode 14, un épisode qui sera exceptionnel. Je compte bien me rattraper par rapport à ma vidéo de la semaine dernière avec le son qui était vraiment pas bon. Donc là j'ai bien vérifié, normalement tout va bien et j'ai prévu beaucoup de contenu pour vous. Alors on commence. Donc je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc on commence traditionnellement par le fichier Excel. Si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos de présentation de portefeuille, je vous rappelle qu'il y a enfin, je vous informe qu'il y a une vidéo de présentation de mon parcours boursier de mars 2020 à septembre 2022. Donc vous comprendrez bien mieux ma psychologie, ma façon de faire. Voilà. Donc je vois qu'il y a peut-être un petit souci sur le fichier Excel d'ailleurs avec ma tête. Ouais, ok, on fait comme ça. Alors, donc qu'est-ce qu'on peut voir sur le fichier Excel? Donc déjà, j'ai perdu 0,25% cette semaine, donc 39,84 euros. Donc pas bon du tout. On va voir que le CAC il a surperformé cette semaine et que moi je me suis tombé sur des valeurs qui ont grandement baissé cette semaine. Donc j'en suis à moins 15,30% depuis le début de l'année. C'est énorme, c'est nul. Moins 2403 euros. Le CAC normal a fait moins 12,30. Donc je suis à moins 3% par rapport au CAC. Gros souci. Là je me suis grandement fait distancer cette semaine. Et par rapport au CAC GR, c'est pire. Lui, il est à moins 9,75%. Donc, c'est encore pire. Ok, donc rien n'a changé sur mes liquidités. Je n'ai pas rajouté. La semaine dernière, j'avais déjà rajouté 500 euros. Donc, je vais en rester là sur mes apports cette année. Donc, on peut voir que cette année-là, j'ai 13 561 euros d'apport sur mes comptes bourse. Et l'année dernière, j'ai fini l'année avec 13 505 euros. Donc sur l'année 2022, pour l'instant, j'ai rajouté 55 euros. Donc voilà, donc ce que je vous disais dans mes vidéos de présentation euh, enfin mes premières vidéos de présentation de portefeuille ainsi que ma vidéo qui récapitule mon parcours boursier de mars 2020 à septembre 2022, je vous disais que j'avais une capacité d'épargne entre 1500 et 2500 euros par an pour la bourse. Donc là, j'en suis aux 2500 euros. Pour l'instant, ils sont sur un livret de développement durable qui me rémunère en attendant que le CAC soit à des niveaux plus intéressants pour moi pour acheter. Ok. Donc ma liste de courses, j'ai changé, j'ai mis Equasens à la place de Big Ben ou Nekon. Bon, mais pas probable que Big Ben et Nekon vont reprendre leur place dans la liste des courses très prochainement. Elles ont grandement baissé dernièrement et pour moi, il me semble que c'est une opportunité d'achat pour moi. Donc on va voir ça. La feuille de rendement, donc rien n'a changé. Je vous laisse faire pause si vous le souhaitez. Nous, on va avancer parce que la vidéo risque d'être déjà très longue. Ok. Alors, je voulais vous commencer en vous parlant de Top Invest. Top Invest, il a fait une vidéo, j'arrête la bourse. Alors, je vous spoil, c'est pas lui qui arrête la bourse. Il a eu un commentaire sous une de ses vidéos de quelqu'un qui a arrêté la bourse, qui était dégoûté par ses pertes. Euh, et donc, il en a fait une vidéo. Donc, je vous ai fait un petit extrait. On va écouter le petit extrait que j'ai fait de cette vidéo et je vous invite à aller la voir. Elle est très intéressante. Parce qu'en faisant du DCA, vous ne vous posez plus les bonnes questions. Vous vous dites que ça va monter jusqu'à la fin des temps. On est aujourd'hui sur le S&P 500. Je pense que vous ne connaissez pas la période à laquelle on a que se retrouver aujourd'hui. Pardon, petit problème technique, je préfère vous montrer la vidéo en Parce elle-même. qu'en faisant du DCA, vous ne vous posez plus les bonnes questions. Vous vous dites que ça va monter jusqu'à la fin des temps. On est aujourd'hui sur le S&P 500. Je pense que vous ne connaissez pas la période à laquelle on a que se retrouver aujourd'hui. Et cette période-là pourrait être une période morte. Je ne suis pas pessimiste de nature, mais je sais également que ce sont des choses qui peuvent arriver. Ça peut arriver. Donc, aujourd'hui, pour quelqu'un qui veut prévoir sa retraite, qui est à ces niveaux-ci, se dit, OK, je vais à la retraite dans 10 ans, on est en 2000, d'accord? Dans 10 ans, on est aux alentours de 2010. Tu es là, tu vas en retraite, ton argent est moitié moins que ce que tu avais précédemment ici en 2000. Oui, c'est ça le long terme. Mhm. C'est aussi ça.
Parce en faisant du DCA, vous ne vous posez plus les bonnes questions. Et Vous vous ouais, dites que donc ça le va long monter terme, jusqu'à la... on peut perdre. On peut perdre pendant longtemps. Donc je vous invite à voir sa vidéo de nouveau. Voilà, très intéressant si vous commencez la bourse. Il faut savoir perdre parfois pour gagner sur le long terme. Ok, donc on va commencer par ma présentation du compte titre, comme d'habitude. Donc le CAC a fait plus 3,94% cette semaine. Waouh, c'est énorme. Moi j'étais gravement surpris. Les chiffres les publications étaient très très bonnes. Ça a boosté le CAC. Et moi ma perf était de moins 0,25%. Donc on va voir que j'ai des grosses baisses cette semaine. Et pourtant j'en suis qu'à moins 0,25%. Donc ça c'est dû à la diversification de mon portefeuille. Ok. Donc le compte titre, Total Energy a pris 2% sur la semaine, j'en suis à plus 71% depuis que je l'ai acheté. Et il y a des news sur toutes les valeurs cette semaine. Donc pour Total, donc il y a la contribution européenne sur les super profits. Total Energy estime qu'il pourrait payer 1 milliard d'euros à l'Union européenne. Donc voilà, donc c'est bien une taxe au niveau européen. On va voir les chiffres de Total. Ils ont sorti le résultat du troisième trimestre 2022. C'est énorme, c'est énorme. Donc Total affiche un résultat net IFRS de 6,6. Alors, c'est pas des milliards de dollars, c'est c'est encore plus. Je sais pas comment le dire. Et gigadollars, je sais pas comment le dire. Porté par son activité GNL, conforme à son bilan et partage la valeur avec ses croissants. Pardon, conforte son bilan et partage la valeur avec ses collaborateurs et ses actionnaires. Donc résultat net, plus 69% sur les 9 premiers mois de l'année 2022 par rapport à 2021. C'est énorme. Il y a des fois 2 sur le résultat net. C'est énorme. C'est juste énorme. Un EBITDA de plus 98%. Un flux de trésorerie multiplié par 2. C'est juste énorme. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ok, je vous laisse faire pause. Sincèrement, il y en a trop. Il va y avoir trop de trucs à voir aujourd'hui. Je vous laisse aller voir aussi la vidéo que j'ai fait hier, le live analyse fondamentale et technique des publications de la semaine. Je vous explique comment aller chercher ces chiffres sur Euronext pour que vous soyez autonome. Donc, on va lire vite fait la synthèse de Total. Bon, je vais pas tout lire, hein. Je vais juste lire juste le dernier paragraphe. Donc, forte d'une génération de cash flow élevée et d'un ratio d'endettement de 4%, la compagnie confirme sa stratégie d'allocation de 35% à 40% du cash flow à ses actionnaires à travers les cycles, tout en accélérant sa stratégie de transformation avec des investissements nets de l'ordre de 16 gigadollars toujours pour l'année 2022. Donc 4 dans les énergies décarbonées. Ok, donc c'est énorme Total. Encore une fois, moi je pense vendre Total si ça dépasse les 60 dollars, mais sincèrement, voilà, si c'était déjà sur le PEA, pardon, je l'aurais gardé, quoi. Je l'aurais largement gardé. J'hésite même à la vendre, c'est tellement énorme Total. Donc je sais pas trop. Si ça va à 64 euros, je serai à plus 100% de plus-value, donc j'y réfléchirai fortement. Mais l'avenir de Total me paraît bien vert, quoi. Vert billet de dollar, quoi. Bref. Donc Ubisoft a perdu 4% sur la semaine, j'en suis à moins 47% sur la semaine. Il y a des news. Donc Ubisoft affiche une perte de 139 millions d'euros. Donc on va voir ça hop, sur les chiffres. Donc c'est le semestre 2022-2023. Donc on voit là, il y a un chiffre d'affaires en baisse de 2,7%. D'accord? Résultat opérationnel IFRS, donc la norme européenne, moins 215 millions.
Résultat opérationnel non IFRS, moins 139 millions. Donc, c'est pour ça qu'il y a un moins 4 sur Ubisoft cette semaine. Qu'est-ce que le management nous dit? Perspective. Troisième trimestre 2022-2023, le net booking pour le troisième trimestre 2022-2023 est attendu à environ 830 millions d'euros. La société confirme son objectif de croissance significative du net booking. Le deuxième semestre s'appuiera sur les piliers suivants. Les lancements de jeux, ok. L'impact significatif du partenariat de licensing sur mobile, pour lequel la grande majorité de la reconnaissance sera comptabilisée au second semestre de l'exercice 2022-2023. Et l'impact favorable de change. Donc la société confirme également son objectif de résultat d'exploitation non IFRS d'environ 400 millions d'euros. Donc à suivre, à suivre. On n'a pas fait la graphique de Total? Bah oui, j'ai oublié. Donc voilà, on va la faire. Donc Total, je savais bien que j'ai oublié quelque chose. Hop, et je remets ma tête. Ok. Donc Total. Total, dernièrement, c'est quand même en tendance haussière de court terme, très très bien. On n'a pas encore dépassé les plus hauts récents là de fin août 2022. Donc pour l'instant, rien n'est gagné. On a fait une mèche haute et on est retombé. Bon, la mèche haute, ça donne pas confiance. Cela dit, les chiffres sont énormes. Les chiffres sont énormes. Donc moi, je suis pour aller voir plus haut. Aller voir les 57,16, là, les plus hauts historiques récents. C'est pas les plus hauts historiques, hein, c'est les plus hauts récents. Voilà, était plus haut. Mais en tout cas, je suis très confiant. Écoutez, je suis très confiant. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme, au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Donc pour moi, tout va bien. Total. Ça peut descendre encore à 53, 46 si vous voulez en choper, en restant toujours dans la tendance haussière de court terme. Écoutez, ça paraît très très bien parti. Ubisoft, du coup. Donc Ubisoft, voilà, c'est en grande tendance baissière depuis février 2021. Donc la dernière fois que je me suis renforcé, c'était le 7 septembre, là, environ, je sais plus, 37,50. Donc depuis, on a grave baissé. Donc les chiffres sont sortis et on a une grosse bougie verte, bougie rouge, pardon, grosse bougie rouge. Donc est-ce qu'on est sur un support là à 26 euros? Écoutez, c'est possible. Moi, j'attends en tout cas pour me renforcer. Si on peut aller à 20 euros, entre 18 et 22 euros, vu les chiffres, franchement, il me semble que c'est possible. Ça va dépendre en grande partie du CAC certainement, voilà, du sentiment de marché des gros porteurs du CAC, des grosses mains. Bah, je le vois comme ça. Bon, pour l'instant, en tout cas, c'est ultra baissier. Il n'y a aucun signe de reprise. C'est distribué, c'est pratiquement en survente. Euh, c'est- pour moi, il n'y a rien à faire actuellement sur Ubisoft, à part attendre. Ok, donc Cumulus Vape. Cumulus Vape a fait plus 0,50% sur la semaine et j'en suis à moins 24% depuis que je l'ai acheté. Donc je crois qu'il y a même une news sur Cumulus. Oui. Donc je crois que c'était sorti la semaine dernière, 17 octobre, les chiffres de Cumulus. Donc on les avait pas fait, j'avais zappé la semaine dernière, excusez-moi. Donc c'est le rapport semestriel d'activité, un chiffre d'affaires supérieur de plus 51% par rapport à 2021. Voilà, donc on voit là, plus 51% de chiffre d'affaires, une marge brute de plus 25%, un résultat d'exploitation de plus 6,4% et un résultat net de plus 15%. Donc super. Il y a toujours des OCA, BSA sur le dossier. Évolution prévisible pour le semestre à venir. Alors, que nous dit le management? Fort de ce premier semestre réussi, Cumulus Vape confirme avec confiance son objectif de 45 millions d'euros pour l'exercice 2022, et ceci malgré un environnement général fortement dégradé. Avec des approvisionnements anticipés dès le début de l'année et un très bon niveau de prise de commande, l'activité du second semestre devrait ainsi continuer à afficher une solide croissance. Cette anticipation est confirmée par l'excellent niveau d'activité dégagé au cours de l'été et sur le mois de septembre.
La progression du chiffre d'affaires devrait s'accompagner d'une nouvelle progression des résultats associée à une appréciation des marges. Au cours des prochains mois, Cumulus Vape entend par ailleurs maintenir le cap dans sa stratégie, extension de ses gammes, focalisation sur les produits les plus contributifs, pardon, nouveaux référencements, optimisation de la structure de charge et recherche d'opportunités d'acquisition. Donc très bien, en plus il recherche des opportunités d'acquisition. Il ne me semble pas que c'était le cas jusqu'à présent, il faisait des partenariats. Donc voilà, moi j'apprécie le management qui font des acquisitions externes avec un bilan sain. Il me semble que c'est ce genre de boîte qu'il faut viser. Donc Cumulus Vape, je vous rappelle, OCA BSA sur le dossier, ça s'unit en décembre 2023. Moi j'y touche pas avant l'été 2023, donc c'est très baissier. On avait un support là 8,50 qui a été cassé, mais qui a très vite été repris. Donc voilà, donc certainement qu'il y en a qui commencent à rentrer dessus par petites touches, toutes petites. Voilà, par rapport à votre portefeuille, on voit que malgré la baisse, c'est accumulé. Donc voilà, donc les OCA BSA, ils en ont eu besoin à un moment. Là, c'est fini. Là, c'est fini. Les comptes sont très bons, donc il n'y a aucune raison qu'ils en aient besoin de nouveau. Ce n'est que mon point de vue d'amateur. Pardon. Xilam a fait moins 7% sur la semaine. J'en suis à moins 33% depuis que je l'ai acheté. Il me semble pas qu'il y ait une news là par contre. Si, il y a une news, pardon. Donc Xilam Animation conclut de nouveaux contrats de diffusion pour Oggy Oggy. Donc ce doit être un nouveau dessin animé. Moi je connaissais Oggy et les cafards. J'imagine que c'est un spin-off. Très bien. Et j'ai été surpris de voir qu'ils sont en fait partout quoi. On va lire une grosse partie, hein. Xylem Animation, société indépendante de production et de distribution de programmes d'animation nommée aux Oscars, a conclu plusieurs nouveaux contrats de diffusion internationaux pour sa série préscolaire en 3D Oggy Oggy. Donc ces ventes font suite au succès de la série diffusée par Netflix depuis août 2021. Les nouveaux partenaires pour Oggy Oggy sont les chaînes, donc je ne veux pas dire les noms des chaînes, hein, mais Espagne, Suisse francophone, Israël, Inde, Corée du Sud, pardon, et Émirats arabes unis. Ces accords complètent ainsi le lancement programmé sur plusieurs chaînes linéaires majeures à travers l'Europe dès ce mois-ci et notamment au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et en France. Côté merchandising, la première ligne de jouets Oggy Oggy, issue du contrat de licence de type Master conclu avec Simba Dicky Group, sera disponible dès cet automne dans les magasins de France, d'Allemagne et d'Italie. Elle se compose de peluches, de figurines, de jeux et de véhicules. Xelab vient également de lancer un e-shop Oggy Oggy qui rassemble les produits Simba ainsi que différents objets exclusifs, notamment des vêtements, des puzzles et des coussins. Voilà. Donc pour Noël, si vous voulez vous faire des petits cadeaux. Donc accompagné de sa mascotte qui participera à des showcases, la marque sera présente à Kid Expo, le plus grand événement dédié à la famille qui aura lieu du 27 au 30 octobre prochain. Bon. La diffusion linéaire de la série et le déploiement du merchandising s'appuient sur une campagne marketing intensive qui comprend notamment des partenariats numériques ainsi qu'un engagement sur les réseaux sociaux avec des influenceurs. Ok, donc Just There, Xavier Delmas a sorti une vidéo aujourd'hui sur les influenceurs. Je vous invite à aller la voir, elle est très très bien. J'imagine que vous l'avez déjà fait. Ok, donc sinon on a tout vu sur le compte titre, on va passer au PEA. Donc moins de froufrou sur le PEA, hein. J'ai juste mis un chat parce que j'ai trouvé trop mignon, mais bon. C'est une vidéo de bourse, hein, on n'est pas là. Ah, j'aime bien, voilà, j'aime bien. Donc je vous rappelle que c'est les mêmes chiffres là qu'on a vu sur le compte titre pour le CAC et ma perf. Je ne fais pas de différence entre le compte titre et le PEA. Les deux sont mon compte bourse, donc c'est les mêmes chiffres. Ok. Donc première ligne de mon portefeuille, Coface a pris plus 2,52% sur la semaine. J'en suis à plus 3,40% depuis que je l'ai acheté. Il y a des news. Donc il y a la sortie des chiffres sur Coface. Donc Coface enregistre un nouveau résultat record de 84 millions d'euros au T3. Retour sur fonds propres tangibles annualisé à 16,4%. Très, très bien. Est-ce qu'il y a un tableau?
Bon, on peut aussi se faire comme ça, c'est très intéressant des fois, hein. Donc, chiffre d'affaires sur 9 mois à 1,360 milliard, en hausse de 15% à périmètre et taux de change constant et de 17% en données publiées. Donc, les taux de change sont en leur faveur, ça c'est cool, hein. Donc, on va pas lire le détail. Ratio de sinistralité nette à 36,9% sur 9 mois, en hausse de 11 points. Donc, il y a quand même une hausse du ratio des sinistralités. Donc, j'imagine que c'est pas. Donc, il y a une hausse des problèmes qu'ils assurent. Voilà, donc il doit y avoir des entreprises qui coulent, des trucs comme ça, j'imagine, hein. Donc ça arrive, hein. C'est pour ça qu'ils sont là. Donc résultat net part du groupe de 228 millions d'euros, dont 84 millions au T3 et ROATE annualisé à 16,4%. Succès du refinancement anticipé d'obligations subordonnées en dérisquant l'échéance 2024. Confirmation par Moody's de la note de Coface et relèvement de leur perspective à positive. On avait vu ça ensemble, il me semble, hein. Donc je vous laisse faire pause si vous voulez voir le tableau vous-même, hein. C'est ce qu'on vient de voir, plus 15% de chiffre d'affaires, 29, plus 29% de résultats opérationnels courants, plus 24% résultat net part du groupe. Ok, est-ce qu'il y a une guidance? Perspective. Au cours du troisième trimestre, les risques qui pèsent sur la croissance mondiale se sont confirmés. Les principales banques centrales ont poursuivi leur resserrement monétaire pour tenter de juguler l'inflation qui reste élevée. Le conflit en Ukraine ne s'est pas amélioré et la crise énergétique qui frappe l'Europe reste aiguë. Et encore, on n'a rien vu. Les États européens prennent d'importantes mesures financières pour limiter les conséquences de cette crise, mais les tailles de ces interventions restent très disparates selon les pays et les manques de coordination en réduit l'efficacité. Je ne vois pas pourquoi il dit ça, ça ne les regarde pas. Bref. Enfin, l'économie chinoise reste périodiquement affectée par des confinements localisés et doit affronter les conséquences du dégonflement de la bulle immobilière. Comme anticipé, les révisions à la baisse des perspectives de croissance de l'économie mondiale se poursuivent. Coface a pour sa part revu à la baisse les perspectives financières de 49 secteurs économiques. Ces révisions font suite à d'importantes révisions à la baisse du risque pays, survenues dès le deuxième trimestre. Con- Coface continue de surveiller cet environnement économique en détérioration, forte de sa discipline de souscription et d'une politique de provisionnement inchangée. Coface est bien armé pour traverser avec succès cette phase plus complexe du cycle. Le relèvement par Moody's de la perspective attachée à la notation de Coface atteste de la solidité du modèle d'affaires et de la bonne gestion des risques de Coface. Coface poursuit ses investissements dans la croissance de ses activités de services comme les services d'information en croissance de plus 15% et l'affacturage plus 13%. Enfin, un taux de rétention record, 93,5%. Donc un taux de rétention record, j'imagine que ça veut dire que c'est les entreprises qui font appel à eux, refont appel à eux régulièrement et un score de promotion nette en hausse constante de 38%. À 38% témoigne de la reconnaissance par les clients de l'attention constante portée à la qualité du service. Ok, donc très très bien Coface, hein. Moi j'en suis très content, on va voir en graphique. Donc je suis enfin positif, je suis resté longtemps en négatif. Voilà, donc mon PRU il est là, 11,03 et on vient de passer au-dessus, donc c'était vendredi. Non, vendredi on a très très bien performé, mais il y avait déjà toute la semaine j'ai passé au-dessus de mon PRU. Alors que ça faisait quelques temps que c'était pas le cas. Bref. Donc très confiant, c'est accumulé, Coface, c'est en tendance haussière de court terme, ça a passé MM 200 jours, c'est accumulé, c'est pratiquement en surachat. Donc voilà, donc il y a un gap de dividendes éventuellement à combler qui risque de faire résistance, mais bon, c'est un gap de dividendes. Il n'a pas la même force que les autres gaps. Donc j'ai tout dit, hein, je pensais haussier, c'est haussier quoi. Il n'y a pas. Donc pour ceux qui voudraient rentrer dessus, avec un stop en dessous du milieu de cette grande bougie, qui correspond aussi au niveau, plus ou moins, au niveau des bougies de la semaine. Donc voilà, donc il faudrait y avoir un support quand même vers les 11,20 environ. Si on descend jusque-là, voilà, et s'il y a une toute petite bougie en haut de cette grande là,
c'est encore un meilleur signe. Et du coup, à acheter plus haut avec un stop en dessous du milieu de cette grande bougie. Bon, vous connaissez à connaître la chanson maintenant, gros volume. Donc voilà, donc tout paraît super bien parti pour Coface. Écoutez, tout paraît super bien parti pour l'instant, à court terme, à court terme. Après, on verra pour plus tard. Ok, donc Coface c'est fait. Atos, moins 4,28% sur la semaine, moins 38% depuis que je l'ai acheté. Il y a une news. Donc il y a un entretien sur Boursorama de la direction d'Atos. Donc Atos entend garder un dialogue constructif avec ses actionnaires. Bah, trop tard. Trop tard. Trop tard. Donc je vous laisse aller la voir. Je l'ai lu. Bah, donc du coup j'ai plus envie de la lire du coup. Il y avait des questions intéressantes. Alors attendez. Bon. Donc vous avez l'AGFI dit, vous avez renoué avec la croissance au troisième trimestre dernier. Comment expliquez-vous cette performance saluée par le marché? Donc Nourdine Biman, excusez-moi si je prononce mal. Donc c'est le nouveau directeur, je crois, c'est un nouveau directeur, il me semble. On a vu son nom il n'y a pas longtemps. Donc ces résultats sont encourageants et témoignent d'une reprise rapide des activités de Tech Foundation. Nous avons une vraie résilience. Nos clients ne veulent pas nous voir disparaître car nous les accompagnons dans les domaines clés liés à la transformation et à la migration vers le cloud. Philippe Oliva, donc toujours de la direction d'Atos, nous dit: les choses n'arrivent pas par hasard. Ce rebond est lié au plan d'action que l'on a mis en œuvre. Ouais, mais ce n'était pas complètement donné au vu de la dynamique particulière du dernier semestre. Cela permet de montrer aux équipes que l'on est à nouveau sur les rails. Le troisième dirigeant nous dit: cela redonne de la fierté aux équipes, alors qu'il y a eu des déceptions côté résultats depuis 6 à 7 6 à 7 trimestres, donc plusieurs années, hein. Le retour de la croissance revêt une dimension symbolique pour nous. Ouais, bah pour les actionnaires aussi, hein, et en espérant que ce ne soit pas que symbolique. Donc, qui sera aux commandes des vidanges? Voilà. Je vous laisse faire pause si vous voulez. On va tout faire défiler. Et il y avait une question sur les gens qui voulaient, qui avaient un intérêt sur Evidion. Hmm. Bon, les marques d'intérêt que vous avez reçues pour Tech Foundation et Evidian pourraient-elles vous détourner de votre projet de séparation? Ces marques d'intérêt sont une confirmation de la pertinence de notre projet de séparation et de la valeur stratégique de nos actifs qui intéressent des tiers. Mais nous sommes pleinement mobilisés sur notre plan stratégique, qui est notre scénario central, qui passe par une séparation du groupe afin que ce soit nos actionnaires et autres parties prenantes, et non ceux de tel ou tel acheteur qui profitent pleinement de cette valeur stratégique. J'ai des doutes, hein. Sincèrement, j'ai des doutes. Voilà, j'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est un PRU à 20 euros, ok, Atos, tu vas les retrouver, je pense, mais 40 euros, c'est compliqué. Avec la scission, ce sera encore plus compliqué, donc je sais pas trop. Donc, troisième trimestre, transformation en marche. Donc, pour le périmètre d'Evidian, il y a une variation du chiffre d'affaires entre T3 2021 et T3 2022 de plus de 2%. Et pour le paramètre, pour le périmètre, donc d'Atos Tech Foundation comme il l'appelle, mais en fait c'est le Atos original, plus 0,3%, donc ce qui fait un total de plus 1%. Bon, marque d'intérêt reçue. On va voir les objectifs 2022 confirmés et précisés. Compte tenu de sa bonne performance au T3, Atos précise son objectif de croissance de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année. Ses objectifs de marge opérationnelle et de flux de trésorerie disponible demeurent inchangés. Le groupe prévoit pour l'année 2022 une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant dans la moitié haute de la fourchette de moins 0,5 à plus 1,5. Donc c'est très très faible. Une marge opérationnelle dans le bas de la fourchette de 3 à 5%. Donc de nouveau c'est très très faible pour une société de tech, d'informatique.
Un flux de trésorerie disponible dans le bas de la fourchette de moins 150 millions d'euros à 200 millions d'euros, donc en négatif. Hors impact supplémentaire du plan de transformation envisagé, les dits impacts sont estimés à environ 250 millions d'euros, incluant le coût du financement en ligne avec les informations communiquées lors de la présentation du plan en juin. Donc le fait de se scindre en deux, ça va leur coûter de l'argent. Donc c'est pour ça que moi, à un moment, j'avais peur d'une éventuelle AK sur Atos, parce que ça leur coûte de l'argent de se séparer, et qu'il faut que les deux entités soient parfaitement autonomes, avec suffisamment de cash en portefeuille, enfin en fonds, pour pouvoir survivre. Euh, voilà. Je suis pas confiant, moi, que c'était notre session, là. J'aurais préféré qu'il fasse autrement. Donc, pour info, la VAD se rachète sur Atos, mais on est toujours la société la plus shortée de France, hein, plus de 11% de short sur Atos actuellement, donc 11% du capital d'Atos qui est détenu par des shorteurs. Voilà, donc ça fait énorme, c'est énorme, c'est énorme, c'est juste énorme. Donc la VAD peut continuer à se racheter encore pendant très 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 longtemps à ce rythme-là, très 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 longtemps. Donc dernièrement, le plus bas récent sur Atos qu'on a touché, là, c'est les 7,20, 7,20, 7,16, pardon, 7,16 au plus bas. Donc il va pas falloir casser les 7,16. On était content là, ça performait bien toute la semaine, puis de nouveau ça rebaisse en fin de semaine. Donc rien n'est gagné sur Atos, rien n'est gagné. On est toujours sur résistance oblique baissière. Voilà, c'est pas non plus accumulé de ouf Atos. Le RSI a été fort quand il y a eu des rachats de VAD, mais ça a baissé en fin de semaine. Donc voilà, donc il y a eu des jours de rachat de VAD. Vous pourrez trouver les chiffres sur le Discord. N'hésitez pas à vous connecter, c'est gratuit. Mais il est probable qu'en fin de semaine, la VAD a arrêté de se racheter, hein. Donc rien n'est gagné. Pour moi, il faudra déjà passer les 12. Il faudra passer les 12, il faudra passer cette résistance oblique baissière pour voir un peu mieux. Voilà, pour l'instant, rien n'est gagné. C'est value à ce prix-là, je pense que c'est value de fou. Mais voilà, j'aime pas le management. Je m'attends à ce qu'ils nous sortent un truc du genre, on fait une AK quoi. C'était pas prévu, oups, on fait une AK. Donc voilà, donc je remets en grand, ma tête cache certaines choses, on les enverra, on enlèvera ma tête au moment qu'il faudra. Orange, elle a fait plus 0,57% sur la semaine, j'en suis à moins 0,71 depuis que je l'ai acheté. Donc, contrat de 4 ans avec le ministère des Armées pour Orange Cyberdéfense. Donc, très bien. Il y a eu des chiffres. Donc, troisième trimestre 2022 pour Orange. Chiffre d'affaires, plus 2,4%. EBITDA, plus 1,4%. Bon, et un CAPEX qui baisse. CAPEX, c'est les produits d'investissement, leur investissement. Pardon, CAPEX en hausse de 5,2% au troisième trimestre. Et en baisse sur les 9 premiers mois de l'année de 4,4%. Ok. Donc qu'est-ce que le management nous dit pour l'avenir? Désolé, hein, c'est très très long. Bon, c'est trop long à lire, hein. Sincèrement, c'est trop long à lire, là, les chiffres 5. Donc je vous laisserai voir, écoutez, je vous laisse à la limite faire pause dessus. Voilà, je vais pas tout lire. Je vais pas tout lire. Mais bon, c'est voilà, c'est moyen quoi, c'est moyen. Ok. Donc Orange.
Orange, donc c'est en tendance baissière depuis mai 2022. Moi, j'aimerais bien me renforcer à 9 si on va combler ce gap de dividende de nouveau. Pour l'instant, on n'y a pas été. On a été au plus bas à 9,082. Donc le 7 octobre. Depuis, c'est en tendance haussière de court terme. Voilà, c'est pas non plus folichon, hein, c'est pas folichon. On a un niveau là à 9,60 qui veut pas être passé pour l'instant. Donc à voir si on le franchit enfin. Le volume, c'est pas top top. Le RSI, c'est pas top top non plus. On vient de passer au-dessus de 50 là vendredi, mais c'est léger. Donc voilà, donc c'est léger. Peut-être qu'il y aura un mieux, mais bon, c'est pas net, c'est pas clair et net. Ok, donc suivant. Amundi a fait plus 1,74% sur la semaine. J'en suis à moins 22% depuis que je l'ai acheté. Il y a des news. Donc Amundi, résultat trimestriel en berne et décollecte de 12,9 milliards d'euros. Alors, j'ai pas sorti les chiffres sur. Bon, il y a donc oui, il y a les mêmes chiffres qu'on peut voir en tableau, mais là on va les lire du coup. Donc Amundi a dévoilé un résultat net par du groupe en repli de 21,9% à 261 millions d'euros. Le résultat brut d'exploitation ajusté a baissé de 19,6% à 343 millions d'euros. Le coefficient d'exploitation ajusté a augmenté de 4,9 points à 55%. Les revenus nets ont reculé de 10,8% à 758 millions d'euros, affaiblis par la chute de 86,4% des commissions de performance à 13 millions d'euros. Les encours gérés par Amundi atteignent 1895 milliards d'euros au 30 septembre 2022, en progression de 4,7% sur un an et en retrait de 1,5% par rapport à fin juin 2022. Ouais. Donc il y a de l'argent qui est parti, qui n'est plus sous encours, qui n'est plus géré par Amundi sur le dernier trimestre en gros quoi. Le leader européen de la gestion d'actifs a enregistré une décollecte de 12,9 milliards d'euros au troisième trimestre. Ben voilà, c'est ça. Donc les effets de marché et de change sont négatifs à hauteur de 16,3 milliards d'euros. Sur l'ensemble des 9 mois 2022, Amundi affiche une décollecte de 8 milliards d'euros. Les synergies engendrées par l'intégration de Lyxor seront conformes à ce qui avait été annoncé. Les synergies de coûts avant impôt devraient s'élever à 60 millions d'euros en année pleine dès 2024 et les synergies de revenus devraient atteindre 30 millions d'euros en année pleine en 2025. Donc, les premiers effets des synergies de coûts ont été enregistrés au troisième trimestre 2022 et le rythme de réalisation devrait monter en puissance au quatrième trimestre 2022 et en 2023. Ces éléments confirment le potentiel de création de valeur de cette acquisition avec un retour sur investissement qui devrait être supérieur à 14% en 2024, en incluant l'ensemble des synergies. Donc voilà, moi je suis très confiant sur Amundi. Donc actuellement c'est dans une très mauvaise phase boursière. Donc c'est en baisse Amundi depuis août 2021. Donc en forte baisse, mais pour moi là on a des prix qui sont une opportunité d'achat pour le long terme pour l'investisseur en visant 2024-2025 au minimum, là, comme ils viennent de nous dire pour les chiffres. Ça me- ces prix-là me paraissent intéressants. Sincèrement, en dessous de 50, ça me paraît intéressant. En dessous de 45, c'est le top. Et si éventuellement on va à 35, s'il y a un crack bientôt, que je pense pas, hein, mais bon, si on peut aller à 35, ce sera encore plus une opportunité d'achat, quoi. Donc elle est prévue dans ma liste des courses. Donc grande tendance baissière comme on l'a vu là depuis un an ou deux. On avait un double bottom, pour l'instant on n'a pas du tout atteint le niveau donné par le double bottom. On est quand même toujours en tendance haussière de court terme, donc au-dessus de la moyenne mobile de court terme. C'est légèrement accumulé, le RSI est légèrement au-dessus de 50. Donc c'est léger, quoi. C'est en tendance haussière, mais c'est léger. Donc perso, j'espère pouvoir me renforcer dessus en dessous de 45 euros si le CAC va à 5500 points.
Et pour l'instant, je regarde. Pour l'instant, je regarde. Encore une fois, pour moi, c'est des prix d'investisseurs super intéressants. Après, rien ne dit qu'on puisse aller plus bas, hein, personne ne pourra vous le dire, mais voilà, il me semble que dans 2 3 ans, on sera bien plus haut sur Amundi. Ce n'est que mon avis d'investisseur actuellement en grosse baisse, actuellement en grosse perte sur son portefeuille. Donc prix World Media, Reworld Media a perdu 1,62% sur la semaine, j'en suis à moins 2% depuis que je l'ai acheté. Des news. Donc la semaine dernière, ils ont acheté Grazia. Donc c'est un magazine de mode féminin très connu à l'international. Donc voilà, donc distribué dans 21 pays. Donc Reworld détenait déjà le titre Grazia en France. Mais là, ils ont acheté les droits sur les marques de Grazia et Icon à l'international, incluant les activités médias en Italie. Donc on n'a pas les 21 pays par contre. Reworld Media deviendrait ainsi propriétaire d'une des marques médias haut de gamme féminin référentes à l'échelle mondiale, le titre étant exploité entre autres au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Chine et en Allemagne, donc des très gros pays. Donc voilà, donc très content sur Reworld Media, après avoir déjà acquis alors Melfi ou Melty, je sais plus, Melfi il me semble, à TF1, il continue les acquisitions. Pour l'instant, on n'a pas de chiffres. Écoutez, moi je reste très confiant, le management a toujours prouvé jusqu'à présent qu'ils arrivaient à faire des marges sur leurs acquisitions, à rentabiliser leurs achats, je sais plus comment on dit, bon, vous voyez quoi, ils s'en sortent super bien avec leurs achats sur Reworld Media, le management me paraît top. Donc on a fait un plus bas sur Reworld Media à 4,755 le 28 septembre. Depuis, on est en tendance haussière de court terme. Alors, euh, dans la tendance, on n'est plus en tendance haussière de court terme, étant donné qu'on a cassé par le bas la moyenne mobile de court terme. Mais graphiquement, on est toujours en tendance haussière de court terme, tant qu'on n'a pas fait un plus bas que le précédent. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair. Il y a une tendance et il y a la technique. Ok. Donc à choper plus bas, Reworld Media, évidemment, mais il me semble de nouveau qu'à ces prix-là, c'est des prix super intéressants pour l'investisseur de long terme. Pour du court terme, je viserais plutôt 5,30 à titre personnel. Pour rester toujours dans cette tendance haussière de court terme avec le support oblique haussier, toujours en étant toujours au-dessus du support oblique haussier. Mais voilà, on peut très bien retourner à 5 euros également, hein. Donc ça a quand même été grandement distribué là lors de cette chute. Et voilà, très faiblement racheté depuis. Donc c'est peut-être juste une hausse de court terme avant de refaire une jambe baissière sur Reward, hein, personne ne peut savoir. Personnellement, je me suis renforcé à 5. Et si on va à 4,50, je réfléchirais fortement encore plus bas, quoi. Donc déjà, ces prix-là me paraissent super intéressants pour l'investisseur. Et là, c'est assez mitigé pour la tendance court terme, hein. Est-ce que ça va continuer à performer ou pas? Il me semble qu'il y a, graphiquement, il y a des choses qui sont plus sécurisantes à faire. Ok. Ruby a fait plus de 96% sur la semaine. J'en suis à moins 10 depuis que je l'ai acheté. Est-ce qu'il y a une news sur Ruby? Non, il n'y a pas de news sur Ruby, tiens. Ok, donc graphiquement, ça donne quoi? Graphiquement, donc grande tendance baissière hein, depuis mai 2018. De nouveau, ces prix me paraissent être des prix intéressants pour l'investisseur. Après, personnellement, je ne me renforce pas parce que je comprends pas cette baisse, malgré les super chiffres qu'on a eu là début septembre. Depuis, ça continue à baisser. Donc, on a fait un plus bas récent à 20,74 le 12 octobre. Depuis, c'est sur un rebond technique. C'est sur un rebond, en tout cas. On est en tendance haussière de court terme. C'est légèrement accumulé. Le RSI au-dessus de 50. Mais on est sous résistance oblique baissière. On est sous et même 200 jours. Donc voilà, donc rien n'est sauvé sur Ruby, hein, rien n'est sauvé.
Acheter maintenant, ça voudrait dire potentiellement garder l'opportunité de renforcer plus bas. Donc sur les 20 euros, prochain niveau. Et il y a un super top niveau là, aux alentours des 15-16 euros. Est-ce qu'on va y aller? Sincèrement, j'en sais rien. C'est distribué dans la baisse. Voilà, et c'est que très récemment que ça commence à être accumulé. Mais il y a déjà eu d'autres périodes d'accumulation qui ont fini par distribuer au final, hein. Donc très compliqué Ruby. Franchement, très compliqué comme dossier Ruby. Voilà, pas mettre entre toutes les mains. Un début de ligne à ces prix-là, ça me paraît pas déconnant, mais faut être prêt à ce qu'on aille plus bas éventuellement. ST Micro a fait moins 6,67% sur la semaine. Donc il y a une sortie de chiffres. On va aller voir ça. Il me reste 1,34% de bénéfices sur la ligne depuis que je l'ai acheté. Donc ST Micro, résultat financier du troisième trimestre 2022. Donc chiffre d'affaires, donc en hausse d'année en année de 35%. Donc on l'avait dit, de toute façon les chiffres étaient super, hein, et super chiffres, hein. Une marge brute de 54%, en hausse de 54%, pardon, et un résultat net en hausse de 127% d'année en année. Bon, je vous laisse faire pause si vous voulez voir tout ça vous-même. La vidéo va déjà être excusez-moi, suffisamment longue. Je commence déjà à bafouiller. Ok, donc perspective, qu'est-ce qu'ils nous disent le management? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils nous disent? Top Invest, on a fait une vidéo de ST Microelectronics, il me semble. Bon, c'est trop long pour que je vous lise, hein. Je vous laisse faire pause. C'est assez mitigé sur STM, hein. Franchement, c'est assez mitigé. Les Américains s'en sortent pas. Enfin, il y a eu des mauvais chiffres sur les sociétés américaines de semi-conducteurs. Il y a eu des bons chiffres sur les sociétés asiatiques de semi-conducteurs. Nous, on est coincés au milieu. Qu'est-ce que ça va donner? Bon. Et on avait vu un autre endroit où c'était quand même mieux marqué, STM. Voilà, là, c'est pas terrible ce que je suis en train de faire, je suis d'accord. Donc voilà, faudrait tout lire. Il y avait une page, alors je sais plus si c'est sur Boursorama ou il me semble qu'on l'avait fait en vidéo ensemble où c'était beaucoup plus clair de ce qui se passait sur STM. Là, j'avoue que c'était pas terrible. Là, j'avoue que ce que j'ai fait, c'était pas terrible. Hmm, voilà, je connais pas assez bien mon dossier à ce niveau-là. Donc, STM, c'est en baisse quand même depuis novembre 2021. Donc, en analyse technique, toutes les semaines, j'en parle. Je vous dis qu'il y a un niveau à 33, à 31,30 et le top du top, c'est 28,29. Donc là, on a sauvé le support des 31,30 pour l'instant. Voilà, sur la fin de journée, dernièrement, c'est quand même vendu avec beaucoup de volume. Alors, on n'a pas vu pourquoi c'était vendu là. J'ai mal fait mon truc, mais euh, et en plus, je sais plus. Mais il y a des raisons, hein. Allez voir la vidéo de Top Invest, ce sera beaucoup mieux fait que moi. Il fait pas le graphique, mais il fait les fondas et il vous explique tout en détail. C'est pas long ces vidéos. Voilà, moi je reste confiant sur le long terme. À court, moyen terme, ce que ça va faire, j'en sais rien. C'est pour ça que j'ai pas vendu ma ligne. Voilà, et au vu de la liste technique là de court terme, je suis d'avis d'attendre les mêmes 200 semaines éventuellement pour en choper. Pour l'instant, on est assez loin. M200 semaines actuellement à 28 euros. Ok. Donc suivant, Crédit Agricole. Crédit Agricole a fait plus 1,29% sur la semaine. J'en suis à moins 3 depuis que je l'ai acheté. Est-ce qu'il y a une news? Oui.
Donc les catastrophes climatiques continuent de pleuvoir sur les assureurs. Amundi s'avère quasi insensible à la baisse des marchés. Ok, pourquoi j'avais... Ah oui, non, c'était pour les 10 000 véhicules à hydrogène. Ils ont commandé 10 000 véhicules à hydrogène à Opium. Donc écoutez, il me semble que c'est pas pour tout de suite. Il me semble qu'il y a des conditions. Donc Crédit Agricole Consumer Finance, filiale spécialisée en crédit à la consommation de Crédit Agricole, a signé avec le constructeur automobile français Opium un protocole d'achat pour la livraison de 10 000 véhicules à hydrogène, renforçant ainsi son engagement en faveur de la mobilité verte. La production est prévue à partir de 2025 et le montant de la commande prévisionnelle est de 1,2 milliard d'euros. Donc c'est énorme, je ne sais pas trop pourquoi ils font ça en 2025 en plus. Donc par ailleurs, Opium a l'intention de préconiser à ses clients particuliers et professionnels les offres de financement de Crédit Agricole Consumer Finance. Ah bah voilà, c'est pour ça qu'ils font ça. Ok, c'est un échange de bons procédés. Agile Auto, marque spécialisée dans la vente et le financement automobile du groupe Crédit Agricole en France, proposera la berline à hydrogène du constructeur français Opium dans le cadre de programmes destinés à ses clients particuliers ou professionnels. Ok, donc le management d'Opium se réjouit de ce protocole d'accord avec un partenaire financier de premier rang. Cela participe au renouveau industriel français et européen dans la production de véhicules propres. Écoutez, sincèrement, moi je suis pas du tout convaincu par la société Opium. Je suis pas du tout convaincu. Donc je vous laisse faire vos propres choix. Voilà, je vous en ai parlé au moins. Mais bon. Donc 2025, écoutez, plus d'un milliard en 2025. Surprenant. J'étais surpris perso. Ça n'a rien à voir avec le cours de bourse, hein. Franchement, ça va rien changer, hein. Donc Crédit Agricole, donc du coup, je vais trouver un canal latéral depuis 2008. Ce canal horizontal risque de ne plus être d'activité avec l'augmentation des taux des différentes banques centrales. Donc actuellement, je le prends toujours en compte, mais une fois qu'on l'aura cassé par le haut, j'enlèverai, hein. Je pense qu'on va avoir un renouveau des entreprises de banque et assurances pour la prochaine décennie avec l'augmentation des taux, que je pense bien parti pour la prochaine décennie, l'augmentation des taux, hein. Ok, donc sinon à court terme, bah à court terme, c'est en tendance neutre. On n'a pas fait plus bas que le précédent, mais bon, c'est peanuts, c'est au centime. Et ça n'a pas encore fait de plus haut que le précédent. Donc notre baissier, on va dire, c'est quand même bien repris les 4. Ah mais c'est en semaine, pardon. Ok, donc on est en tendance neutre. On n'a toujours pas fait de plus haut que le précédent, mais on n'a pas fait de plus bas que le précédent, à quelques centimes. Voilà, donc on a quand même cassé cette résistance au big baissière. Hmm. Hop. Mais pas la résistance au big baissière de court terme avec les deux derniers plus hauts. Donc faut attendre de les casser. On avait un objectif avec un double bottom qu'on n'a pas atteint. Donc contrairement à d'autres, c'est là les plus faibles que les autres. Même si en tendance et techniquement c'est toujours en tendance haussière de court terme. On est au-dessus de la moyenne mobile de court terme. C'est accumulé. Et le RSI est relativement fort. Donc c'est très bien. Donc ok, on n'a pas atteint l'objectif du double bottom cette semaine, contrairement à d'autres valeurs qui, elles, l'ont atteint. Mais ça paraît quand même bien parti. Écoutez, ça paraît sur un bon trend. Voilà, donc passer déjà la résistance au big baissière là, de court terme qu'on a pour essayer de faire un peu mieux et viser un retour à 9,90 peut-être. Bon, et en tout cas, de long terme, pour moi, c'est en baisse. Il faut attendre de voir ce que ça fait sous MM200 jours avant de faire autre chose. Je dis ça, j'ai un biais, je suis dessus, 9,44, donc elle peut partir, je suis dessus. Mais moi, je me renforce à 8 si on y va, plutôt 7,80 et à 7 euros si on comble ce gap.
Voilà, donc j'espère qu'on va y aller cet hiver, écoutez, quand l'Europe sera en galère d'énergie et qu'on parlera de récession. Pour l'instant, on n'en parle pas trop trop. Ok, voilà, j'espère que je suis clair. Pardon. Donc, Equasens, c'est ça, hein, oui. Equasens, plus 6% sur la semaine, j'en suis à plus 15 depuis que je l'ai acheté. Donc, il y a une news. Ils ont sorti leurs chiffres semestriels 2022. Donc, résultat de la croissance, plus 10% de chiffre d'affaires. Un résultat net, plus 18,92%. Plus 19% de résultat net. Très bien. Donc là, on voit la même chose en tableau. Donc, est-ce qu'ils nous disent quelque chose qu'on puisse lire, que ce soit pas trop long? Perspective second semestre 2022. Le groupe Equasens continue de se distinguer avec les récentes certifications Ségur de ses offres logicielles, régulièrement les premières parmi tous les acteurs du marché, et conforte son positionnement comme acteur structurant et leader dans le monde de la santé. Le groupe Equasens est confiant et confirme ses ambitions de croissance et de rentabilité pour l'année 2022, compte tenu par ailleurs du caractère non récurrent de frais constatés sur le premier semestre. Ok, donc ils sont confiants pour le reste de l'année. Publication du chiffre d'affaires le 9 novembre après bourse et publication du chiffre d'affaires annuel le 3 février après bourse. Ok, donc on va les suivre en graphique. Et croissance, ça nous donne quoi? Donc en tendance baissière, là depuis janvier 2021. Janvier 2021, je suis rentré dessus il y a très peu de temps, moi, à 60 euros. Il me semble qu'à ces prix-là, c'est des prix super intéressants de long terme. Donc je suis pas rentré au plus bas, hein. Le plus bas, ça a été à 58 euros. Donc plus bas à 58 euros le 12 octobre. Depuis son tendance haussière de court terme, ça a dépassé l'objectif du double bottom qu'on avait trouvé. Donc super. Est-ce que ça a dépassé l'objectif du grand double bottom? Oui, ça les a atteints. Ok, donc parfait. Donc on voit déjà qu'Equasens est beaucoup plus forte que d'autres qu'on a vu avant. Donc tendance haussière de court terme, écoutez. Pardon, je fais mon petit ménage, j'en profite. Donc à ces prix-là, c'est encore pour moi des prix intéressants pour l'investisseur de long terme. Mais il est quand même fort possible qu'on aille voir plus bas, surtout si le CAC ne performe plus. Mais bon, si le CAC et les US continuent à performer, il est fort possible qu'on aille voir encore plus haut, hein. Elle est très forte, c'est une très belle société. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir me renforcer dessus. Je vais attendre une sorte de capitulation sur le CAC, quelque chose comme ça. Voilà, je vois pas quoi dire de plus, sincèrement. De façon optimum, peut-être plus à rechoper sur 66-67 euros. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus, sincèrement. Donc Equasens, que vous voyez toujours. Ouais. Donc Stellantis. Stellantis, elle a rien fait sur la semaine. J'en suis à moins 8,81% depuis que je l'ai acheté. Il y a une news. Donc Stellantis veut fabriquer des fourgons à hydrogène en série en France, a priori. Donc il me semble que c'est encore un peu tôt pour l'hydrogène en France. C'est comme quand on parlait des véhicules électriques il y a 20 ans déjà, ou même 30 ans. Voilà, tant qu'il n'y a pas des bornes de recharge hydrogène un peu partout, ça sera limité. Ça sera limité. Ok, donc Stellantis en tendance baissière depuis janvier 2022. Et à moyen terme, quand même, là, c'est en tendance neutre. Tendance neutre, on a fait un plus bas, plus haut que le précédent. On n'a pas encore fait de plus haut que le précédent, mais c'est en tendance neutre.
À très court terme, c'est en tendance haussière, c'est au-dessus de la moyenne mobile court terme. On avait atteint l'objectif du double bottom qu'on avait, donc je l'ai enlevé. RSI au-dessus de 50, c'est accumulé. Et là, on est sur une résistance, hein. On est sur une résistance à 13,70, 13,60, 13,70. Donc écoutez, c'est accumulé, RSI il est assez fort. Il est possible qu'on passe, hein. Il est possible qu'on arrive à passer même 200 jours, la résistance et le niveau là, 70. Donc à voir. Moi, je reste relativement confiant pour essayer de me renforcer plus bas, à 11,50, notamment cet hiver, avec les fermetures d'usines, avec le manque d'énergie en Europe de nouveau. C'est mon scénario. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas dessus à ces prix-là, il me semble que c'est pas dégueu. Mais il me semble qu'on avait parlé longuement du niveau à 12,50. Voilà, donc ce serait dommage d'acheter à ces prix-là, il me semble. Vaut mieux attendre un petit peu. Ok. Donc, Cumulus Vape, vous voyez toujours. Oui, Cumulus Vape. Donc sur le PEA, j'en suis à moins 29% depuis que je l'ai acheté. Donc pas besoin de la revoir en graphique, on l'a déjà vu. Voilà. Eurofin scientifique, ouais. Donc elle a fait plus 4,78% sur la semaine. J'en suis à plus 7 depuis que je l'ai acheté. Il me semble qu'il n'y a pas de news. Non, il n'y a pas de news. Eurofins. Ok. Donc Eurofins, c'est en tendance baissière depuis septembre 2021. Moi, j'ai acheté récemment là, 23 septembre, pardon, à 60 euros. Je visais éventuellement m'alléger à 120 euros quand on y sera. Donc c'est en tendance baissière, tendance haussière, pardon, de court terme. On voit qu'elle n'a pas atteint son objectif de double bottom. Donc elle n'est pas très très forte. Même si elle a augmenté sur la semaine, ça reste assez poussif. On est quand même accumulé. On est resté au-dessus de 50, c'est pas mal. Et au-dessus de la moyenne mobile court terme. Donc je suis d'avis de continuer à viser le haut pour Eurofins. Après, il y aura une résistance là déjà sur MM200 semaines. Actuellement à 68,22. MM200 semaines. Donc à voir, hein. Il est fort possible que ça aille la voir, le 68,22 pour moi. Et si ça pouvait performer encore plus, écoutez, tant mieux. Moi j'attends 5005 sur le CAC avant de me renforcer. Écoutez, donc à suivre, hein. On est toujours sous résistance oblique baissière, on est sous MM200 jours. Donc on est toujours en tendance baissière, hein, de moyen long terme. Ok. Hop. Donc est-ce que j'enlève ma tête? Ouais, on la reverra plus tard. Donc Métropole TV. Métropole TV, elle a fait moins 5% sur la semaine. J'en suis à moins 30% depuis que je l'ai acheté. D'une manière générale, mes trois derniers achats, là, Métropole, Big Ben et Nikon, sont là. Fait chier. Pardon. Mais voilà. Donc je vous ai déjà dit, hein, le mieux à faire, si on était raisonnable, c'est dès que ton trend se passe mal, dès que ça se passe pas comme tu avais prévu, il faut couper et garder uniquement les lignes en positif. Quitte à revenir le jour d'après, hein, après avoir coupé, hein, c'est pas grave, mais c'est le mieux à faire. Donc moi, je fais pas ce qui est le mieux à faire. Je fais pas ce que je dis aux autres de faire. Bah, dans mes vidéos toutes les semaines, j'essaie de donner des bonnes indications aux nouveaux qui débutent, mais j'avoue que moi je les suis pas quoi. Je les suis pas et du coup je suis en négatif. Donc M6, il y a une news, qu'est-ce que j'ai trouvé? Donc il y a les chiffres. Bon, je sais pas trop ce que je voulais vous montrer, je sais pas trop, je sais plus.
Je sais plus. Donc on va voir les chiffres ensemble. Donc les 9 premiers mois de 2022. Donc un chiffre d'affaires en baisse de 1,3%. Comparé à 2021, on est bien d'accord, hein? Donc comparé à 2019. Donc comparé à 2019, un chiffre d'affaires en baisse de 1,3%, donc c'est les recettes publicitaires. Un chiffre d'affaires consolidé de moins 5%. Un résultat opérationnel courant, un EBITDA en hausse de plus 22% depuis, par rapport à 2019. Et un résultat opérationnel courant en hausse de plus 18,9%. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, mais il faut être prudent sur ce genre de valeur. TF1, M6, il va y avoir une érosion du chiffre d'affaires, des recettes publicitaires. La jeune génération va beaucoup moins souvent sur les télés hertziennes. Ils en ont moins l'habitude, ils vont plus sur Internet directement. Donc il risque d'avoir une baisse du chiffre d'affaires dans les années à venir pour les groupes comme TF1 et M6. Disparaître, non. Comme le disent très bien Top Invest, la la radio n'a pas disparu avec l'arrivée des chaînes hertziennes. Mais voilà, donc ça prend une part beaucoup moins importante du business des pubs. Et c'est pour ça que les GAFAM augmentent grandement dernièrement. Les GAFAM, c'est une entreprise de pub. Et donc apprennent des parts de marché aux sociétés, notamment les sociétés de chaînes hertziennes. Je suis long. Situation financière. Au 30 septembre 2022, les capitaux propres du groupe atteignent 1161 milliards d'euros contre 1135 euros, 1135 milliards d'euros au 30 juin 2022. Donc en croissance de plus 26 milliards, reflète essentiellement la performance opérationnelle du troisième trimestre. Le groupe affiche une position de trésorerie nette positive de plus 188 millions d'euros au 30 septembre contre plus 162 millions d'euros au 30 juin. Ok, donc le groupe M6 et le groupe Canal+ renouvellent leur accord pour la distribution des chaînes du groupe M6 et de leurs services associés auprès des clients Canal+. Ok, on s'en fiche. Ok, bon, écoutez, je suis déjà largement assez long, on avance, on accélère. Alors, Big Ben a fait moins 18% sur la semaine. Voilà mes gros gadins, c'est Big Ben et Nekon. Donc, malgré ça, malgré la perte de 20% sur deux de mes lignes, j'en suis seulement à moins 0,25% sur la semaine, sachant que les autres n'ont pas fait grand-chose. Donc, voilà, donc c'est ça la force de la diversification. C'est si tu te trompes, eh ben, voilà, tu as des marges pour te rattraper. Alors après, ce qu'il faut, c'est pas forcément renforcer toutes tes valeurs sur lesquelles tu te trompes. Les valeurs qui baissent ont statistiquement plus de chances de baisser à l'avenir, contrairement aux sociétés qui montent, comme Equasens par exemple, qui ont statistiquement plus de possibilités de monter prochainement. Donc voilà, donc il faut en être conscient, il faut mieux renforcer les sociétés qui sont en positif dans son portefeuille que les sociétés en baisse. Après, voilà, moi je suis un investisseur, j'achète par niveau, c'est ma stratégie. Écoutez, pour l'instant, je ferai un point dans 4 ans, voir où est-ce que j'en suis. Chiffre d'affaires au premier semestre, donc pour Big Ben. Donc, ok, donc au premier trimestre, ils avaient une augmentation du chiffre d'affaires de plus 23%, au deuxième trimestre, plus 1,4%, et au semestre en tout, ça fait plus 11,5%. Ok, donc c'est pas mal. Alors, on va tous lire, hein. Franchement, ça a perdu 20%. Les chiffres sont pas mal sur Big Ben.
plus 11% de chiffre d'affaires. Donc il faut trouver pourquoi ça n'a pas plu aux autres investisseurs. Donc objectif 2022-2023. Non, est-ce qu'on voit les objectifs d'abord ou on va pas tous lire quand même. Bon, Nikon on a dû commencer par Nikon. Nikon a déçu. Bon, écoutez, je vais pas tout lire, hein. Donc Big Ben Audio Vidéo Telco. Donc ça, c'est ce qui augmente sur Big Ben actuellement. Voilà, plus 18% pour Big Ben, l'activité audio vidéo telco, et moins 10% pour l'activité Nikon. Donc on va s'intéresser vite fait à l'activité audio telco. Au deuxième semestre, l'activité de Big Ben Audio Vidéo Telco restera portée par la bonne dynamique des ventes des marques premium, ainsi que par un référencement solide de la nouvelle gamme de produits audio pour les fêtes de fin d'année. Au deuxième semestre, Big Ben Audio Vidéo Telco poursuivra sa croissance avec l'extension des gammes Force et une montée en puissance des synergies avec le groupe Medtronic en France et à l'international. Objectif 2022-2023. Compte tenu de l'actualité de Nikon Gaming, marquée par des ventes catalogues qui seront en deçà des attentes du fait notamment de la sortie plus tardive de plusieurs jeux majeurs. Donc voilà, donc ça c'est très important, hein. Donc les ventes de Nikon sont en deçà des attentes. Euh, donc marqué par une activité accessoire en retrait également et des tensions dans l'approvisionnement des nouvelles consoles, le groupe Big Ben ne sera pas en mesure d'atteindre son objectif en 2022-2023, soit un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros et un résultat opérationnel courant supérieur à 55 millions d'euros. Donc ils n'atteindront pas leurs objectifs qui étaient donnés, hein. Le chiffre d'affaires de l'exercice et le résultat opérationnel courant du groupe Big Ben seront néanmoins en progression par rapport à l'exercice précédent, sous l'effet conjugué de la hausse des ventes catalogue et de la dynamique du back catalogue. Donc ils ne feront pas leurs chiffres qu'ils avaient estimés, mais ils seront quand même en progression par rapport à l'année précédente. Concernant Nikon Gaming, la sortie du très attendu Lord of Ring Gollum, personnage emblématique du monde de J.R.R. Tolkien, issu du roman Le Seigneur des Anneaux, est désormais prévu en 2023. Donc, objectif 2023-2024, Necom Gaming anticipe une croissance forte portée à la fois par les ventes de jeux qui sortiront en fin d'année 2022-2023, qui alimenteront ainsi le back catalogue et une actualité éditoriale qualitative et variée. Cette évolution du back catalogue aura mécaniquement un effet accélération sur la croissance et un impact positif sur la rentabilité opérationnelle. Fort d'une croissance qui devrait être soutenue pour Nikon Gaming et d'une activité Big Ben audio-vidéo telco qui devrait rester bien orientée en 2023-2024, le groupe anticipe une croissance forte dès l'exercice prochain et réaffirme sa confiance dans ses perspectives à moyen terme. Voilà, donc Big Ben et Nikon ont grandement déçu. Voilà, donc ce sera exactement la même chose qu'on peut voir sur Nikon, donc on le fait tout de suite. Donc pour Nikon, premier trimestre plus 25%, deuxième trimestre moins 10%. Donc les jeux plus 30, plus 28%, accessoires moins 37%. Ok. Hmm. Ok, donc pas très bon pour Nikon. Ils ont déçu, ils n'ont pas sorti leur jeu à temps, mais ils restent très conscients pour 2023-2024. Donc moi aussi, je reste très confiant. Moi, j'estime aussi que c'est une opportunité d'achat à ces prix-là. Donc Big Ben et Nikon, on va faire les deux en même temps, hein. Donc Nikon, elle a fait moins 24% sur la semaine. J'en suis à moins 18% depuis que je l'ai acheté. Donc c'est une toute petite ligne, 300 euros. Donc comme je l'ai dit pour moi, c'est les opportunités d'achat à ce prix-là. On remet ma tête. Hop, allez. Donc on commence par Big Ben. Big Ben, donc en tendance baissière depuis février 2021.
grandement accéléré là depuis juin 2022 et on arrivait à des prix très 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 bas quoi. Très 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 bas. Donc je me suis pas encore renforcé. J'attends de voir où ça va, sincèrement. J'ai pas envie de faire comme Ubisoft où je m'étais renforcé et 3 semaines plus tard, enfin même le jour d'après, ça a continué à baisser. Donc on avait dit, il fallait voir Big Ben en mois, donc ça a cassé sa MM200 mois. C'est en dessous de la MM200 semaine, et bien évidemment c'est en dessous des MM200 jours. Donc on a des niveaux très intéressants là. Moi je vise plutôt le bas de ce support à 7 euros. Voilà, donc il est fort possible que la semaine prochaine, je vous dis, je suis rentré dessus, même si le CAC n'est pas à 5005. Bon, j'avoue que j'hésite, hein, je sais pas trop, ce serait dangereux. Bon, je sais pas trop, hein, peut-être que j'attendrai 2023, on verra, on verra. Mais les 7 euros, ça me paraît être un super méga prix sur Big Ben sur le long terme. Voilà, encore une fois, ça a déçu, donc c'est normal que ça baisse, mais on est des investisseurs de long terme et pour moi, c'est une opportunité. C'est une opportunité. Donc 7 euros sur Big Ben, je réfléchirais fortement, même si on n'est pas à 5005, d'acheter. Voilà, peut-être que je ferai une bêtise, hein, ou peut-être que je le ferai pas, hein. Le plus probable, c'est que je le fasse pas, hein, et que j'attende 5005. Mais je serais largement tenté, quoi. Largement tenté. Donc, petit rappel d'ailleurs sur Nikon, j'avais acheté à 3 euros là, le 10 octobre. J'avais dit que pour moi c'était un point bas hyper intéressant, c'était le plus bas historique. Bah, on a fait de nouveaux points bas historiques. On a fait de nouveaux points bas historiques. Je m'attendais pas à ce point. Donc c'est en tendance baissière Nikon depuis février 2021. Ils avaient dit qu'ils faisaient une AK à ce moment-là. Donc ils l'ont fait, l'AK. En plus, il y a eu des actions distribuées par Big Ben à la place du dividende. Donc des actions Nikon distribuées par Big Ben à la place du dividende. Il est fort probable qu'ils refassent la même chose l'année prochaine. Donc il y a des gens qui sont retrouvés avec des actions Nikon alors qu'ils ne voulaient pas forcément, qui ne voulaient pas les deux lignes. D'une manière générale, d'ailleurs, ouais, avoir Big Ben et Nikon sur son portefeuille, c'est pas une chose à faire, hein. C'est pas une chose à faire. Il a mieux fallu se concentrer sur une seule des deux valeurs. Donc voilà. Donc encore une fois, je donne, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. C'est pas terrible, mais voilà, c'est comme ça. Donc Nikon, pareil, à 2,50, j'ai fortement hésité. Bon, ils déçoivent, leurs jeux sont pas sortis, ils disent que ça va se reprendre avec la sortie des prochains jeux là, au prochain trimestre. Donc ils avaient aussi dit qu'ils faisaient des chiffres qu'ils vont pas faire cette année. Donc bon, après les licences qui vont sortir, la WRC Racing, c'est une super licence. Moi qui suis un gamer, enfin un ancien gamer, j'ai même déjà acheté WRC, des jeux WRC. Le Seigneur des Anneaux Gollum, j'ai vu les images du jeu, ça me paraît très prometteur, mais ce sera pour 2023. Voilà, et d'autres licences qui me paraissent très prometteuses. Donc, de nouveau, pour moi, c'est des prix d'investisseurs, c'est des prix super intéressants. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Oui, on peut aller plus bas. Oui, on peut. Est-ce que ce sera des prix encore plus intéressants? Bah oui, pour moi, oui. Voilà, je vous laisse faire vos propres recherches, encore une fois. C'est le plus important de faire vos propres recherches. C'est comme ça qu'on est plus confiant et qu'on... hop, bon, vous voyez un petit peu mon salon. C'est la fin, donc je vous ai mis en grand écran. C'est en faisant ses propres recherches qu'on on est plus fort lorsqu'il y a un crack, lorsqu'il y a une capitulation sur le marché. Ceux qui capitulent sur le marché, ceux qui ne sont pas confiants sur leur valeur. Donc je vous invite à faire vos propres recherches. Je vous invite dans mes vidéos, enfin, je vous montre dans mes vidéos un peu toutes, hein, live, analyse technique, portefeuille, comment se former, comment faire. Je fais au fur et à mesure. Voilà, donc n'hésitez pas à vous former, à lire des bouquins. C'est très important de lire des bouquins. L'excellent youtubeur EIP, Épargne, Investissement, Patrimoine, qui fait des vidéos sur YouTube, sort régulièrement des vidéos de bouquins, des vidéos résumées de ce qu'il a lu. Donc c'est super bien fait. Si comme moi, tu lis pas, bah fais au moins ça.
Et franchement, c'est le mieux, c'est de lire. Le mieux, c'est de lire. Euh, voilà, donc formez-vous. Plein de bonnes choses. Voilà. Je pense qu'on a fini, hein. Je pense qu'on a fini. Bon, on a fini. Ok. Merci encore beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Je vous remercie énormément. Je suis sincèrement désolé pour la vidéo de la semaine dernière. J'espère que celle-ci, le son sera bien meilleur. Voilà, n'hésitez pas à me critiquer. Il est fort probable que je sois dans le chat. Pardon, c'est dans ce sens-là, dans le chat. Voilà. Donc prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.